Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors ce soir, je reçois trois invités dans une table ronde consacrée aux blessures de guerre Covid, que d'autres appellent également les effets indésirables des injections Covid. Eh bien ce soir, je reçois donc Dominique Bodino, qui est déjà venu sur l'antenne pour représenter l'association VIAC, les victimes des injections anti-Covid-19. J'ai également Francisca, qui est activiste et qui nous parlera de son parcours et de la défense des victimes. Et enfin, j'ai Karine, qui est une des victimes, malheureusement, de ces blessures de guerre des injections Covid. Donc, merci de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne, notamment pour soutenir toutes les victimes de ces blessures de guerre. Et des ouvrages vont nous accompagner durant cette émission, notamment Corinne Lalo, Fausse pandémie, vrai mensonge, comment on vous trouve en 10 leçons, enquête, complot mondial contre la santé de Claire Sévrac, à côté de l'abbé Olivier Rioux, les leçons de l'opération Covid-19, en dessous, Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougère, Covid long et effet indésirable du vaccin. À côté de Marc Menant, l'inquiétante histoire des vaccins. À ma droite, l'ouvrage de Naomi Wolf, Pfizer Papers, les crimes de Pfizer contre l'humanité. À côté de Huxley et d'Orwell, Le meilleur des mondes et 1984. Et enfin, Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et Marc Paillet, Le ministère des bras cassés. Alors, je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec mes invités, n'étant dans aucune association quelconque. Je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club ou de quelque réseau que ce soit. Je parle uniquement en mon nom propre, sachant que je parle aussi en tant qu'ancien personnel suspendu en 2022 durant le pass vaccinal. Ensuite, mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas suicidaire et je rappelle que mes invités sont entièrement responsables de leurs propos et de leurs actions. Donc merci d'être présents pour cette émission. À tout de suite. Bonjour à vous trois, Dominique, Francisca, Karine. Bonjour. Merci d'être présents pour cette émission. Alors pour être transparent avec les téléspectateurs que je salue, eh bien Dominique, tu m'as contacté il y a quelques temps, quelques semaines maintenant, pour me proposer de faire cette émission, puisque une fois n'est pas coutume, nous avons déjà fait des émissions avec notamment À Victime, que je salue, avec Mathieu Dubois, entre autres. J'ai reçu, comme vous l'avez vu dans le générique, Macha, il y a plus d'un an maintenant, puisqu'un ouvrage lui avait été consacré notamment avec Patrick Jolan, entre autres. Et puis ce soir, donc, eh bien, nous parlons de ces blessures de guerre Covid. Désormais, j'ai décidé de ne plus dire effet indésirable parce que il faut, je pense, cesser aussi l'hypocrisie officielle. On sait aujourd'hui que c'est une guerre qui a été menée, qui a été orchestrée par le système de longue date. Toutes les preuves aujourd'hui arrivent, et même dans les Pfizer Papers, Naomi Wolf se pose encore des questions, mais elle voit bien qu'il y a des choses qui ne correspondent pas, et je pense que Karine pourra nous en parler encore plus en détail, puisqu'elle en est elle-même victime. Et donc, parlons de ces blessures de guerre, et surtout des conséquences sur les victimes de ces blessures. Alors Dominique, exceptionnellement, je vais donner la parole à l'homme présent sur ce plateau d'abord parce qu'il est ici en tant que parrain, pas seulement en tant que représentant de l'association VIAC, victime des injections anti-Covid-19. Dans le cadre des parrainages que Cécile Maïchak, que je salue, a mis en place, parrainage entre une personnalité, par exemple, et une victime des blessures de guerre, eh bien, Dominique fait partie de ses parrains et il parraine notamment Karine. Et donc, de ce fait, je voulais savoir un petit peu, je voulais que tu nous rappelles, Dominique, un petit peu ton parcours rapidement avec ton investissement dans l'association VIAC et le fait que tu sois devenu parrain avant que je laisse Karine s'exprimer. Je t'en prie. Oui, bonjour Nicolas, merci de me donner la parole en même temps. Effectivement, mon parcours, je suis rentré dans l'occupation que j'ai avec les victimes actuellement au travers de VIAC 19, le site de la carte de France des victimes, et également avec mes amis de A Victime, dont je suis membre du conseil d'administration depuis l'an dernier, parce que, en fait, ces injections ont tué ma fille il y a 3 ans et demi, le 4 janvier 2022. Et donc, depuis, je cherche une motivation pour pouvoir occuper mon esprit plutôt que d'avoir des pensées noires et puis peut-être faire des bêtises, va savoir. Donc, du coup, j'ai créé ça, j'ai créé cette carte qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a donné beaucoup de plaisir aussi parce que je communique beaucoup avec les victimes au téléphone et en vrai quand j'ai l'occasion de les rencontrer quand c'est possible, et c'est le mieux.
Mais c'est vrai que je suis occupé à ça et je trouve ça très enrichissant pour moi comme pour les victimes, puisque j'ai des retours de ces personnes qui me trouvent plutôt sympathique et qui rend beaucoup de service à la cause. Et ça contribue à me payer de ma peine, parce que bien évidemment mon activité est tout ce qu'il y a de plus bénévole. Et donc je suis très content de faire ce que je fais maintenant, alors que j'aurais pu sombrer dans la morosité et puis devenir une autre personne. Là, je suis une autre personne, mais quelqu'un de positif et quelqu'un qui est dans la compassion complète. Et entre autres, je suis là surtout pour présenter Karine, qui a le même prénom que ma fille qui est décédée. C'est le hasard qui veut ça, mais bon, Karine est une victime lourdement impactée depuis plusieurs années, elle aussi, peut-être même depuis avant que ma fille ne décède. Mais donc, je ne me rappelle pas exactement la date à laquelle elle s'est fait injecter, mais en fait, voilà, c'est ma filleule dans l'opération La Grande Famille, effectivement, que Cécile Meinchak à orchestrer et on continue tous les jours. On a des idées pour des nouveaux parrains, des nouvelles marraines et des nouvelles victimes. Rien qu'aujourd'hui, je l'ai contacté pour lui donner une information sur une nouvelle victime de Marseille qui serait intéressée. Et donc, j'en ai 2 autres qui étaient en point de suspension, qui ont été validés aujourd'hui. Donc voilà, ça avance. Les parrainages sont quand même là pour faire parler des victimes. Le but n'est pas de leur donner de l'argent ni quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est des personnes comme moi aujourd'hui où je parle de ma filleule parce que c'est ce à quoi je me suis engagé en devenant parrain, et les autres aussi, que ce soit des hommes politiques ou des artistes ou des soignants ou des scientifiques, quand ils sont interviewés, ils peuvent très bien une fois de temps en temps dire voilà, je présente ma filleule ou mon filleul qui s'appelle un tel et qui souffre de telle chose et telle chose. Et donc c'est vrai que c'est l'occasion de les mettre en avant pour se dire qu'ils existent vraiment, que ce ne sont pas, comme on me l'a fait pendant plusieurs années, les rendre transparents et opaques et qu'ils n'existent pas. Ces victimes existent bien. Il n'y a pas que les personnes décédées, il y a les victimes des faits indésirables et ça représente la plus grosse partie des victimes. Et il faut absolument que ces gens-là soient mis en avant parce que c'est le plus important. Voilà. Merci Dominique. Alors Karine, je vous donne la parole désormais pour que vous nous expliquiez un petit peu qui vous êtes, votre parcours avant la période Covid, ce que vous faisiez dans la vie comme travail, etc. Et puis ensuite, connaître un petit peu déjà votre vie durant les confinements, durant toutes ces injonctions sanitaires, ce qu'on pourrait même dire cette expérience de 1000 grammes à grandeur nature, comment vous l'avez vécu jusqu'à l'injection et au moment fatal. Je vous en prie. Oui, bonjour. Alors, donc moi, avant ces injections Covid, je travaillais, je travaille toujours d'ailleurs actuellement, mais j'étais dans la fonction publique hospitalière. Je travaille en IME, donc en institut médico-éducatif, auprès d'adolescents autistes. Donc voilà, mon travail, je l'aime, je le faisais avec passion. Et j'avais une vie à côté de ça très active, puisque je faisais beaucoup de sport. Et puis, j'avais une vie sociale aussi. Donc, ma vie était une vie lambda, enfin, en tout cas, très active. Et est arrivée la période du Covid. Étant dans la fonction publique hospitalière, on travaille avec un public à risque parce que ce sont des personnes qui sont porteurs de handicap et du coup ne peuvent pas porter de masque. Donc, on nous a déjà tellement parlé du Covid à la télé que ça devenait très, très angoissant. Et puis, on est arrivé en fait la période de confinement. Et il faut savoir que le Covid, en fait, quand c'est arrivé en France, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était justement en Haute-Savoie, au niveau d'un village qui s'appelle la Balle de Slingy. C'est pas très loin de chez moi, donc du coup, pour moi, c'était juste à côté. D'ailleurs, ce village, c'était un village mort. Quand on traversait ce village, il y avait absolument tout était fermé.
Et donc, est arrivée la période de vaccination. Donc, moi, je n'avais pas spécialement envie de me faire vacciner. Mais j'avais aussi, malgré tout, cette peur du Covid parce que il y avait beaucoup de cas sur mon travail, il y a eu des clusters. Parce que j'ai été exposée donc à un public qui ne pouvait pas porter de masque, parce que tout le monde en parlait. Dès que je rentrais chez moi, la télé était allumée et j'entendais sans arrêt notre ministre de la Santé, Véran, qui nous parlait constamment du nombre de morts qui s'accumulaient et qui nous montrait des images atroces. Donc, même si j'étais pas favorable à la vaccination, j'étais loin de me douter de tout ce que je sais aujourd'hui, et donc je suis quand même allée vers cette vaccination, mais un peu à contre-cœur. Que j'avais quand même cette obligation vaccinale, et je recevais régulièrement, tout le personnel recevait régulièrement sur notre lieu de travail des appels en disant il faut penser à la vaccination, si avant telle date vous n'êtes pas vacciné, on savait qu'on ne pourrait plus se rendre sur notre lieu de travail. Donc, je suis donc éducatrice, donc je suis allée vers la vaccination. Première injection, je ne sais plus la date exacte, mais c'est en 2021, donc j'ai rien senti à ce moment-là de particulier. Et deuxième injection, j'ai commencé à avoir des effets secondaires. Alors, il faut savoir aussi il faut juste revenir un petit peu en arrière, c'est que pendant que tout le monde était confiné, nous, on était au travail, et non seulement on était au travail, mais on devait travailler 12 heures, on devait faire de très longues journées pour éviter qu'il y ait trop de turnover. Donc, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps non plus, en faisant des longues journées de 12 heures, de me poser 36 000 questions. J'ai été exposée au Covid, alors je ne cherche pas d'excuses par rapport à ça, parce que c'est vrai que je ne me doutais pas de tout ça, mais voilà, j'ai pas eu le temps de m'interroger plus que ça, et je suis allée donc vers la vaccination. À la deuxième injection, j'ai commencé à avoir de gros problèmes, puisque à peine quelques jours après, même pas une semaine après, j'ai commencé à avoir des gros problèmes de vision. La vision était complètement floue. J'ai même perdu la vision de mon œil gauche. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était pour moi effrayant. J'ai demandé des consultations en urgence en ophtalmologie, et on m'a fait des examens, mais on ne m'a absolument rien trouvé. J'ai gardé la vision floue à tel point que je n'osais plus sortir de chez moi, parce que dès que je me rendais, que ce soit une balade dans la rue ou dans un magasin, tout était flouté, je me sentais complètement déconnectée, donc je ne me sentais pas du tout rassurée, donc je restais chez moi, parce que très vite j'ai été mis à l'arrêt. J'ai ensuite ressenti de grosses décharges électriques dans tout le corps. Quand je dis dans tout le corps, vraiment, moi, c'était pas localisé à un endroit, j'en ai eu des pieds à la tête. Et des fourmillements, des picotements, des décharges électriques. J'ai vraiment eu tout ce qu'on appelle les symptômes de paresthésie. Donc, ça, c'est pareil, c'était effrayant. Ça n'a pas. Ce sont des symptômes que j'ai gardés pendant 3 ans. Et s'en est suivi par rapport à ces paresthésies des problèmes de brûlure. Là, mon corps s'est mis à me brûler. Donc, j'ai eu des brûlures dans le thorax, j'ai eu des brûlures dans le puits de laine, dans les 2 puits de laine, et j'ai eu des brûlures dans le bas-ventre. Et ces brûlures, en fait, sont arrivées en pleine nuit. Donc, j'avais du mal à comprendre pourquoi, comme ça, en plein milieu de la nuit, mon corps se mettait à me brûler. J'ai également eu des douleurs de type, de douleurs un peu comme des douleurs de tendinite. On ne sait pas vraiment si c'était des tendinites. J'ai fait des examens, mais on trouvait des dépôts de calcium, on trouvait de l'anthésopathie, mais s'interroger sur l'origine de tout ça. Donc, on n'a pas pu me dire de quoi ça provenait. J'ai ensuite eu des problèmes digestifs, donc avec de fortes douleurs au niveau du tube digestif, sous ma côte gauche. J'ai longtemps cru que j'avais une pancréatite. Bien évidemment, toutes ces douleurs m'ont amené à consulter, mais à chaque fois les examens, alors il faut savoir que déjà, quand je parlais de tous ces effets secondaires, je disais c'est après le vaccin, je suis sûre que c'est après le vaccin, j'avais rien avant, j'allais parfaitement bien avant, j'ai jamais ressenti ça.
Les médecins ne me croyaient pas, me disaient que c'était de la bêtise, enfin vraiment rejeter toute cause vaccinale. Et à ce moment-là, bon, j'ai arrêté de dire que c'était le vaccin, je demandais juste à ce qu'on fasse des examens et on ne trouvait absolument rien quand on faisait des examens. J'ai continué à avoir ensuite des douleurs qui sont apparues, des douleurs type douleurs articulaires dans les mains, dans les pieds. J'avais beaucoup de mal à me servir de mes mains, j'avais des problèmes de motricité fine. Ouvrir une bouteille, pour moi, c'était impossible. J'avais les doigts qui bougeaient tout seuls. Je me demandais vraiment ce qui... Alors là, je raconte ces symptômes comme ça, je les énumère comme ça, mais c'était vraiment des symptômes effrayants. Je me demandais vraiment ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas. Je ressentais en fait comme un filet glacial qui circulait dans mes doigts. Quand je racontais ça, on me riait au nez. Les médecins souriaient vraiment, mais je ressentais vraiment quelque chose de glacial qui circulait dans mes doigts. Et on n'a jamais pu me dire non plus ce qui se passait. Ensuite, je me suis retrouvée avec des hématomes spontanés. J'avais des hématomes partout sur les jambes. Et je ne comprenais pas parce que je ne m'étais pas reniée. Donc, je me demandais, enfin, pour moi, c'était toujours en lien avec la vaccination. Mais bon, les médecins me disaient que non. Donc, je me suis dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais c'est pas normal. J'ai des bleus de partout. J'avais les veines des mains et des pieds qui ressortaient, qui étaient très apparentes. Ça me faisait mal. J'avais les mains rouges. Ensuite, je me suis retrouvée également avec des problèmes d'essoufflement. Et je faisais de la tachycardie. Mon cœur donc s'emballait au repos. J'ai commencé aussi à avoir des malaises de type malaise hypo-orthostatique. Donc, dès que j'étais assise et que je me relevais, j'avais comme des chutes de tension sans arrêt. J'avais des malaises, j'étais obligée de me tenir, sinon je tombais. Puis, je me suis retrouvée ensuite avec des migraines, mais des migraines atroces, des douleurs de décharge électrique dans la tête, des douleurs aiguës lancinantes dans la tête. Et des migraines j'avais au moins des migraines 2 à 3 fois par semaine. Et aucun médicament ne faisait passer ces migraines-là. Là, je me suis vraiment demandé, là, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais y rester. J'avais trop de symptômes, des symptômes qui étaient pour moi inconnus, qui étaient effrayants et dont les médecins ne trouvaient pas la cause. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Je passais mon temps dans mon lit, je n'arrêtais pas de pleurer, je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive, personne ne fait quoi que ce soit pour moi, je ne peux pas m'en sortir. Et puis je suis restée en insomnie sévère pendant plus de 7 mois parce que j'ai commencé à ressentir des sortes de spasmes dans la tête. Donc à chaque fois que je voulais m'endormir, entre la phase d'éveil et la phase d'endormissement, mon cerveau se mettait à spasmer. Ça faisait des sensations de cerveau qui allait, enfin j'avais l'impression que tout allait s'effacer de ma mémoire. Alors ça a fait ça aussi, ça a fait beaucoup sourire les médecins. Mais j'avais vraiment, c'est comme ça que je l'explique parce que j'avais pas d'autres mots pour l'expliquer. C'est comme ça que je le ressentais. J'avais l'impression que mon cerveau allait se couper, je sais pas, que j'allais couper dans le coma. Et puis d'un coup j'avais une grosse remontée. Et quand j'avais cette grosse remontée, ça me faisait une douleur violente dans la tête et je me retrouvais complètement confuse. Je ne savais plus où j'étais. J'ai eu des hallucinations aussi en pleine nuit. Rien de bien penser, c'était des choses vraiment atroces et qui ont duré très très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est plus d'une année. Et puis ensuite, déjà bien avant ça, j'avais commencé à aller sur les réseaux sociaux parce que je voulais essayer de comprendre, faire des recherches, comprendre ce qui m'arrivait. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur d'autres personnes qui ressentaient des symptômes similaires à ce que j'avais. Et de fil en aiguille, à force de chercher, je suis tombée sur des personnes qui m'ont dirigée vers certains groupes sur des réseaux sociaux et j'ai compris qu'en fait, on était nombreux à ressentir tout ça, à avoir des symptômes plus ou moins similaires et qu'en fait, on était tous vaccinés et que on savait, dans notre corps intérieur, on savait que c'était le vaccin qui était la cause de tout ça. Donc, j'ai commencé à adhérer à l'association à victimes. Et puis, j'ai adhéré aussi à une autre association, à Restage 74, dans ma région. Et
Et puis ensuite, par la suite, donc il y a eu le parrainage. Donc Dominique est devenu mon parrain. Et j'ai fait la connaissance de plusieurs autres victimes et j'ai beaucoup échangé sur les réseaux sociaux avec des victimes, mais aussi avec des médecins et certains scientifiques. Et pour moi, il n'y avait plus aucun doute. Il n'y avait plus aucun doute. J'ai fini par trouver des médecins qui ont bien accepté de reconnaître tous mes symptômes et qui ont poussé les examens et qui ont reconnu enfin que c'était lié au vaccin. Mais il a fallu que je me déplace en dehors de mon département, que j'aille sur Paris, que j'aille dans d'autres régions. J'ai fini par avoir aussi une reconnaissance de la pharmacovigilance parce que suite à une biopsie cutanée, donc on m'a trouvé que j'étais atteinte d'une neuropathie des petites fibres auto-immunes avec des anticorps spécifiques qui attaquent mon système nerveux. Et j'ai été aussi diagnostiquée d'encéphalomyélite myalgique. Et ensuite, j'ai un tas d'autres symptômes qui ne sont pas étiquetés, mais qui font partie des effets secondaires des effets secondaires de ces injections. Je souffre aussi actuellement d'hypothyroïdie. J'étais déjà une personne quand même très sensible, mais là, je trouve que ma sensibilité est devenue vraiment exacerbée. Bien évidemment, psychologiquement, c'était quelque chose de très difficile. Encore aujourd'hui, ça reste difficile parce que j'ai compris en fait que ces vaccins, ces injections n'étaient pas là pour nous protéger ni même pour nous empêcher d'avoir le Covid, parce que de toute façon, j'ai eu le Covid un an après. Et j'ai compris que ces injections n'étaient pas du tout là pour nous protéger. Et je vais plus savoir par la suite tout ce que ces cures vaccinales contenaient. Et aujourd'hui, on va dire que j'ai compris tout ce qui se passe, tout ce qui se trame. Et je tenais à témoigner, même si c'est vraiment pas facile pour moi, parce qu'aujourd'hui, même si je vais beaucoup mieux, et notamment, donc faut savoir que j'ai essayé des tas de compléments alimentaires, j'ai dépensé énormément d'argent pour essayer de me soigner, j'ai fait des tas d'analyses de sang, mais sans prescription médicale, pour surveiller mon taux d'édimère, pour surveiller plein de taux, parce que les médecins ne faisaient pas forcément des ordonnances, donc je payais mes analyses. J'ai essayé beaucoup de compléments alimentaires, j'ai essayé beaucoup de choses qui m'ont aidée, mais pas totalement enlevé tous mes symptômes. Et puis, j'en suis arrivée à prendre de la NAC augmentée, donc sous conseil parce que mon parrain m'en a parlé, une autre personne m'en avait déjà parlé. J'avais pas essayé et puis je me suis dit, bon, je vais essayer. C'est vrai que j'avais essayé tellement de choses que je me disais qu'il n'y avait plus rien qui me sortirait de ces spasmes dans la tête dont je n'arrivais pas à me débarrasser, de ces douleurs dans la tête. Et puis finalement, je me suis décidée à essayer la NAC augmentée. Et là, j'ai été agréablement surprise parce que j'ai commencé par une gélule, puis 2, puis je suis très vite passée à 3 puisque je prenais déjà de la NAC classique depuis longtemps. Je suis vite passée à 3 gélules. Et en fait, en même pas une semaine, mes spasmes dans la tête ont fini par passer. Et mes céphalées se sont espacées. Elles n'ont pas totalement disparu, mais elles se sont espacées. Et j'ai pu enfin avoir des nuits de sommeil correctes parce que je dormais à peine 2 heures par nuit et c'était même pas 2 heures en continu. Donc, le fait de pouvoir prendre de la NAC augmentée, de supprimer ces spasmes que j'avais dans la tête, m'ont permis ensuite de pouvoir faire des nuits à peu près correctes, même si elles sont encore pas tout à fait réparatrices, mais au moins je dors. Et pourquoi je sais que c'est la NAC augmentée qui a dû m'aider à ce niveau-là, c'est que j'avais essayé un tas de compléments avant ça, mais rien ne me faisait partir ces symptômes dans la tête. Et pourtant, j'ai essayé beaucoup de choses. Et pour avoir eu des effets aussi positifs à ce niveau-là, au bout d'une semaine, je peux dire que c'est ça qui m'a aidé en tout cas, parce que je sais que ça a une action, en tout cas au niveau du cerveau, que d'autres traitements ne peuvent pas avoir en fait. Mon témoignage aujourd'hui, il est là aussi pour avertir aussi d'autres personnes. Je tiens vraiment à… Parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes me disent déjà il ne fallait pas avoir de cerveau pour aller vers la vaccination. Donc, j'ai des insultes, j'en ai eu beaucoup. Je ne sais pas si
c'est parce que je suis moins intelligente qu'un autre que je suis allée vers la vaccination. Pardon. Prenez votre temps, il n'y a pas le feu. Je vous laisse reprendre vos émotions. Je me permets juste déjà de vous remercier, Karine. Non, je voulais juste dire que c'est sûr qu'après coup, c'est plus facile pour moi de dire j'ai tort, j'ai des regrets, et les regrets ne servent à rien, parce que maintenant j'ai 3 doses de vaccin dans le corps, 2 Moderna, 1 Pfizer. J'ai 3 doses et j'en subis les conséquences parce que j'ai quand même développé des maladies chroniques à vie. Même si aujourd'hui j'arrive à aller mieux, à être soulagée de certaines douleurs, de certains symptômes, j'ai quand même ces pathologies qui sont à vie. Et psychologiquement, ça reste encore difficile. Mais je me bats tous les jours. Et beaucoup de personnes pensent que les personnes qui se sont vaccinées, donc ce sont des personnes qui n'ont rien voulu entendre. Mais moi, je tiens à dire qu'autour de moi, et bien aussi étonnant que ça puisse paraître, personne ne m'a dit « méfie-toi, ne va pas te faire vacciner, renseigne-toi avant ». Je devais peut-être, je ne sais pas, justement être trop au niveau de mon travail. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Et quand malheureusement, je me suis un peu renseignée, c'était trop tard. Pour moi, j'étais déjà vaccinée. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont en souffrance, qui ressentent beaucoup de symptômes, mais qui ne font pas le lien avec le vaccin. Moi, j'ai quand même 4 cas de cancer dans ma famille, un cas d'Alzheimer. Je pense aussi à mes filleuls, à mes petits-filleuls qui sont tous vaccinés. Donc, je suis inquiète aussi pour mon entourage parce que je sais aujourd'hui que ces vaccins, ces injections sont des poisons. Et seulement, même si ils vont bien aujourd'hui, si mon entourage va bien aujourd'hui, même si des gens vont bien aujourd'hui, j'espère pour eux qu'ils ont eu un placebo, mais rien ne dit que ça soit le cas parce qu'il peut aussi y avoir des effets délétères à plus ou moins long terme. Donc, voilà, c'est pour ça que je tenais à prévenir parce que peut-être qu'il y a des moyens justement d'agir pour essayer de faire des choses pour éviter d'avoir des symptômes qui arrivent, des problèmes de santé qui arrivent. Je ne sais pas si c'est réellement possible, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé des soulagements dans mes douleurs. Donc, je me dis, pourquoi pas? En tout cas, il faut espérer. Il y a des gens qui se battent aussi pour ça, pour nous aider. Donc, j'avais envie, voilà, de dire aux gens qui ont des souffrances et qui ne font pas de lien avec le vaccin, si vous êtes vacciné, interrogez-vous. Est-ce que c'est arrivé après le vaccin? Est-ce que vous allez bien avant? Posez-vous les bonnes questions, allez faire les recherches. Moi, on m'a traité de tous les noms. Aujourd'hui, j'essaye de passer au-dessus de ça, mais ça reste difficile parce que même si c'est pas le sujet aujourd'hui, enfin, si quelque part, mais dans ma région, ils sont aussi également en train d'euthanasier des tas de vaches pour pouvoir justement les vacciner, enfin, vacciner les troupeaux qui restent aujourd'hui. C'est un massacre ce qui se passe. C'est terrible, des vaches en bonne santé qui se font tuer. Même quand il n'y a pas d'épidémie, ils le font quand même. Des vaches en bonne santé, oui, pour juste prévenir, sachant qu'on sait que la dermatose peut se soigner, que les vaches ne vont pas se contaminer entre elles, que ce n'est pas contagieux pour l'homme, mais ils les vaccinent quand même. Et en plus, les carcasses des vaches sont vendues à la chaîne alimentaire. Donc ça, j'ai appris ça aussi. Les agriculteurs sont en train de tout perdre. Et tout ça, c'est dans un but unique, le même but que le Covid, nous faire peur pour amener à la vaccination. Et justement, maintenant, les agriculteurs cèdent à la vaccination, pas tous, mais la plupart, ils ont vraiment des pressions. Il faut voir le nombre de voitures de police qu'il peut y avoir chez eux. Ils sont forcés à la vaccination, à vacciner leurs bêtes. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'est toujours pareil. On en revient à faire peur aux gens pour ensuite aller vers le vaccin. Mais ce ne sont pas vraiment des vaccins, ce sont des injections qui contiennent des produits dangereux. Aujourd'hui, j'en ai la certitude. Et si pendant longtemps, je n'ai pas osé en parler aujourd'hui, je souhaite vraiment à dire aux gens, non, on n'est pas des complotistes. Je ne suis pas une anti-vax puisque je suis vaccinée moi-même. Je suis juste une victime de ça, de toutes ces injections. Et avant de critiquer, d'insulter les gens ou de nous traiter de tous les noms. Je pense que les gens feraient bien de s'informer, de faire leurs propres recherches. Et
pour terminer, je voulais aussi signaler que on m'a dit il faut pas écouter tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, faut pas écouter tout ce qu'on dit sur Facebook, mais je me contente pas d'écouter ce qu'on dit, je me contente pas de regarder certaines vidéos. Je sais qu'il y a eu des grosses recherches, il y a des sources très sérieuses qui ont amené toutes ces preuves. Donc voilà, donc non, je me contente pas d'écouter les uns et les autres. Et puis d'abord, je me contente pas parce que moi, je suis une victime. Et donc, en tant que victime, je sais très bien de quoi je parle. Et jamais, jamais, je n'ai ressenti des choses aussi effrayantes dans mon corps. Jamais. Je ne pensais pas que de ressentir des telles souffrances, des telles sensations, c'était possible. Et pour avoir échangé avec beaucoup, beaucoup de victimes, on est nombreux à ressentir ça. Parfois, on se sent presque soulagé de savoir que l'autre ressent la même chose, alors que bon, c'est pas un soulagement, ça veut dire qu'on est tous, plus ou moins, on a tous des atteintes de ces injections. Donc voilà, j'espère que mon témoignage, en tout cas, va pouvoir permettre d'ouvrir les yeux à des personnes qui ne veulent toujours rien entendre par rapport à ça. Et j'insiste vraiment, ces injections sont dangereuses, vraiment. Écoutez, Karine, déjà, merci pour votre témoignage. Bravo pour le courage que vous avez, parce qu'il faut du courage pour témoigner publiquement et sortir tout ce qu'on a en soi. C'est un long cheminement et vous faites partie des victimes de ces blessures de guerre, puisque vous avez dans votre corps du poison qui vous a été injecté à plusieurs reprises. Et justement, vous avez répondu à une question que je voulais vous poser sur les marques d'injection, donc 2 Moderna et 1 Pfizer. Je rappelle pour les auditeurs que Moderna n'avait jamais fait aucun vaccin avant 2019, que l'entreprise a créé spécialement des vaccins pour le Covid et que le PDG Stéphane Bancel, en 2019, savait déjà qu'une pandémie aurait lieu 1 an après et qu'il avait prévenu ses équipes de réaliser plus d'1 milliard de doses pour la future pandémie qui venait. Donc, il savait déjà et donc il fait partie, entre guillemets, des comploteurs puisqu'il participe à ce que vous vivez, vous, et de multiples victimes. Quant à Pfizer, au-delà de l'ouvrage de Naomi Wolf, je rappelle que M. Albert Bourla n'a pas voulu se faire injecter parce qu'il voulait attendre. Donc, nul n'a aujourd'hui la preuve qu'il a été injecté d'une seule dose de sa propre injection. Et je rappelle que M. Bourla est l'invité régulier du Forum de Davos, qu'il est l'invité régulier de Bilderberg, une des réunions les plus secrètes au monde qui décide du sort des êtres humains partout dans le monde chaque année, et que c'est un vétérinaire de formation. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Un vétérinaire, c'est pour soigner des animaux et nous sommes considérés comme du bétail. Donc, malheureusement, nous avons des industries pharmaceutiques qui sont les actions notamment de BlackRock et de Vanguard parmi les plus puissantes du monde. Ça, c'était pour la petite digression. Et ensuite, je voudrais aussi, à travers votre témoignage, rappeler ce que j'entends souvent, c'est notamment le manque d'empathie du corps médical durant cette période, c'est-à-dire que vous avez fait partie des nombreuses victimes, je n'arrive même plus à les compter tellement il y en a, qui ont tous ce témoignage, très très peu, ça se compte peut-être sur les doigts d'une main, où le médecin a pris conscience que c'était pas normal, qu'après une dose, on ressente autant de choses néfastes. Et là, quand vous me parlez de rire, de gens qui balayent ça d'un revers de main, etc., je repense aux vrais médecins, ceux qui ont respecté le serment d'Hippocrate, comme David Bouillon en Belgique, comme d'autres en France, Michel Procureur et tant d'autres, et qui, le principe de ne pas nuire ou le consentement du patient, eux, ils l'ont respecté, mais ils sont une poignée et des marginaux. Et si j'ai accepté de faire cette émission, c'est d'abord et avant tout pour trouver des moyens pour vous soigner. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais dans ceux qui nous regardent, il y aura forcément 1 ou 2 médecins, énergéticiens, naturopathes, etc. Alors souvent, pareil, le témoignage que vous apportez, c'est « j'ai tout essayé comme complément alimentaire, comme médecine alternative ». On peut encore trouver autre chose. Il ne faut pas baisser les bras, Karine. Il ne faut pas baisser les bras pour les victimes. On les accueille. Moi-même, j'ai des contacts de mon côté. Si jamais vous avez besoin, je peux essayer de vous aider à mon humble niveau parce que, j'allais dire, on peut tous faire des erreurs.
on peut tous se tromper. Et puis, vous avez bien fait de rappeler aussi la propagande qu'il y a eu, parce que c'est pas non plus n'importe quoi ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que au-delà même des injections, ne serait-ce que sur le port du masque, ne serait-ce que sur les tests, ça a été une torture psychologique à échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il y a eu des milliards d'euros et de dollars investis pour laver le cerveau des gens. C'est quelque chose de militaire. Donc, ce sont des méthodes dignes de l'armée qui ont été employées pour aller jusque dans notre esprit. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Et l'ingénierie sociale coûte des milliards d'euros aux contribuables chaque année pour manipuler ceux qui financent tout ça, c'est-à-dire nous, indirectement. Et donc, vous avez fait partie des victimes de cette manipulation mentale. Et ça, il faut le rappeler, parce que lutter contre la manipulation mentale, il faut déjà être préparé psychologiquement, etc. Et étant donné le métier que vous faites, ça me fait penser à Marie-Charlotte, qui était pharmacienne, et qui a subi aussi la pression sociale, ou encore qui a fait confiance, parce que avoir matin, midi et soir, Véran, Salomon, etc., nous dire qu'il y avait 300 morts du Covid, et à force de dire 300, 400, même si ce ne sont pas des énormes chiffres sur le plan de la population nationale, eh bien, ça a été la répétition, c'était du harcèlement d'État. Vous avez été victime, nous avons été victimes du harcèlement d'État. Et donc, de ce fait, eh bien, vous avez cédé au harcèlement d'État parce que, comme beaucoup d'autres, eh bien, vous n'avez pas eu la possibilité de vous défendre aussi bien que les autres. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, le but, c'est pas de juger, c'est d'accompagner. Et moi, j'avais une dernière question à vous poser avant de passer la parole à Francesca. Aujourd'hui, il est question, je ne sais pas si ça se fera prochainement, mais on peut tout envisager avec ce gouvernement, d'obliger le vaccin contre la grippe. Est-ce que, Oui. est-ce que vous êtes, j'allais dire, qu'est-ce que vous comptez faire si jamais on vous oblige à vous faire vacciner contre la grippe? Alors oui, effectivement. Donc moi, je suis en arrêt. J'ai pas encore, j'ai envie de dire, perdu mon travail. Je viens d'ailleurs d'obtenir, enfin, il faut que ça soit encore validé par mon employeur, mais une reconnaissance en maladie professionnelle. Et c'est clair que je viens d'entendre, enfin, j'ai entendu parler de cette obligation vaccinale qu'ils veulent mettre au niveau du personnel soignant pour la grippe. Et y inclure d'ailleurs, je pense, le Covid aussi dedans. Non, bien évidemment, non. Autant avant, je n'étais pas au courant, donc voilà, mais autant maintenant, non, bien évidemment. Donc voilà, le combat n'est pas fini parce qu'ils vont encore nous lancer d'autres vaccinations et puis après, ça va être la perte de travail. Après avoir perdu la santé, la perte du travail et déjà que voilà, il y a plus grand chose. Mais moi, je tiens à le dire aussi, je suis pas suicidaire non plus. J'ai envie de me battre, j'ai envie de. C'est ce que je fais d'ailleurs depuis maintenant 4 ans. C'est ce que je fais depuis 4 ans et je continue à me battre parce que je vois que j'arrive à obtenir, j'obtiens des symptômes qui disparaissent. La NAC augmentée m'a enlevé un symptôme que je pensais ne jamais pouvoir enlever. Donc, j'ai envie que ça continue. J'ai envie de trouver d'autres choses aussi qui puissent m'aider. Je fais aussi d'autres soins, médecine parallèle, de la biorésonance. Je fais plein de choses comme ça. Ça m'aide. Et c'est clair et net que non, je n'y retournerai pas vers la vaccination. Et s'il faut que ça, du coup, perde mon travail pour ça, eh bien, oui, j'aurais pas le choix. Je me permets, à travers votre témoignage, pour lancer un énième appel, pour l'avoir fait déjà avec Avictime et d'autres, à tous les médecins respectueux du serment d'Hippocrate, tous les professionnels de santé alternative, naturopathes, énergéticiens, etc., pour justement venir en aide, apporter des solutions, même m'écrire personnellement si vous voulez être mis en contact avec des victimes de blessures de guerre Covid, si vous avez des techniques pour enlever ces poisons dans le corps. Je sais que je connais un énergéticien qui a déjà fait ça, qui le fait, qui m'avait même dit à titre personnel, si jamais tu es obligé de te faire injecter, tu es torturé ou quoi que ce soit pour qu'on t'injecte, j'ai de quoi te faire enlever ça. Donc, on a des solutions possibles. Je ne dis pas que ce sont des miracles ou que c'est de la magie, attention, hein. Je ne sais pas si ça fonctionne sur tout le monde, mais on m'a dit que c'était possible. Et ça a été possible de torturer tout le monde pour vendre ces putains de poisons, excusez-moi du terme, mais ce sont des saloperies qu'on nous a
obligé à prendre. Donc, une saloperie qu'on peut injecter, on peut aussi l'enlever, je pense. Et donc, de ce fait, si certains peuvent venir en aide à Karine, qu'ils m'écrivent. Est-ce que vous m'autorisez d'ailleurs à mettre vos adresses mail à tous les trois? C'est bon? Oui. Donc, comme ça, je mettrai les adresses. Je vous écrirai aussi directement à Karine, à Dominique, à Francesca. Comme ça, le but, voilà, c'est entre guillemets, qu'il y a un SAV après cette émission, qu'on puisse venir en aide aux victimes. Il y en a beaucoup. Et je suis content que Karine ait pu témoigner parce qu'elle est une anonyme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pris la lumière médiatique sur les plateaux, etc. Mais elle fait partie de tous ces millions de gens oubliés dans le pays qui sont complètement mis au rebut alors que elle cotise, elle paye ses impôts, c'est une citoyenne honnête, intègre et qui a été dupée, comme beaucoup de gens, par ces injonctions sanitaires, cette tyrannie d'État. Et donc, si on peut contribuer à lui faire sortir, en tout cas à améliorer son quotidien, qui est déjà pénible, ce sera déjà un début. Merci beaucoup, Karine. Je reviens vers vous tout à l'heure. Francesca, je vous donne désormais la parole. Merci d'être présente. Vous allez pouvoir vous présenter, votre parcours, vos liens d'intérêt potentiels, si vous êtes dans une association, si vous êtes dans un réseau, si vous êtes franc-maçon, enfin comme vous voulez, et nous dire ce que vous pouvez apporter, j'allais dire, à travers la cause que nous défendons aujourd'hui. Je vous en prie. Merci Nicolas. Alors déjà, je voulais remercier aussi Karine pour son courage parce que c'est vraiment pas évident. On entend beaucoup de personnes comme elle, mais qui n'ont pas le courage quand même de mettre son nom, son visage, de parler ouvertement. Déjà ça. Et puis, je voulais aussi dire, Karine ne perd pas d'espoir. Tous ceux dont on parle, ce sont des choses quand même qui sont là depuis peu d'années. Donc, la recherche, elle est en train de bouger. Comme on a découvert cette chose à propos de la NAC augmentée, on pourra découvrir autre chose. Donc, ne perd absolument pas l'espoir. OK. Moi, je suis sûre qu'on va trouver quelque chose qui pourra redonner un peu de tranquillité aux blessés de guerre, comme il disait bien Nicolas. Alors, voilà. En tant que Karine a parlé, je m'étais souvenue, parce que je me demandais qu'est-ce qui était différent en fait dans notre parcours, parce qu'elle disait j'ai rien entendu à propos du vaccin ou du danger du vaccin quand je dû prendre ce choix. Et moi, en fait, j'arrive d'une histoire complètement différente, c'est-à-dire que mes parents, dans les années 80, ils sont même dû aller en prison pour pas me faire vacciner, c'est-à-dire, bon, à l'époque, il n'y avait que mon père qui travaillait, donc il n'est pas allé en prison, il devait mettre une signature chez la police. Mais juste pour dire, il y avait l'obligation vaccinale des vaccins pédiatriques à l'époque, et eux, pour pas nous faire vacciner, ils étaient prêts même à aller en prison. Donc pour moi, quand mes enfants sont nés, je bien commencé à me poser 1000 questions. Et je crois que ça a commencé là, parce qu'en 2017, quand en Italie, ils ont imposé 10 vaccins pédiatriques obligatoires, c'est là que ça a tout commencé. J'ai vraiment commencé à lutter contre ça parce que je le trouvais absurde, parce qu'il y avait une information qui était complètement déformée. Et là, déjà, on a fait énormément de choses, parce qu'en fait, c'était pas 10, au début, c'était 12. Après, ils ont réduit à 10, et il y avait, il faut y payer, je sais pas comment ça s'appelle en français, si tu voulais pas faire vacciner tes enfants, tu devais payer de l'argent, comment on dit ça, une fine, de toute façon. Et on est arrivé avec nos luttes à faire baisser de 12 à 10 et de réduire aussi l'argent qu'il fallait payer à 500 € par famille. Mais c'est clair que nous, la lutte, c'était de ne pas faire vacciner les enfants et de ne pas payer. Donc, on s'est très bien organisé et c'était vraiment pas facile. Je vous dis, à l'époque, il y avait la police devant la crèche, ça s'appelle, le kindergarten, qui disait aux parents des enfants, vous ne pouvez pas amener votre enfant à la crèche. Donc, c'était vraiment pas rigolo. Et
Donc, en 2020, quand s'est arrivé le Covid, c'était simplement une lutte qui a repris. Donc, les groupes qu'on avait déjà formés en 2017 se sont réveillés et on a recommencé de là, avec la différence que tout d'un coup, on était énormément de personnes. À l'époque, on était vraiment très, 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 très peu. Et là, d'un coup, on était vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, on parle aussi dans cette transmission, on parle tout le temps de l'injection. Mais en fait, en Italie, on a eu tellement de problèmes, pas seulement en Italie, mais je crois qu'en Italie, c'était particulièrement grave avec le Covid. Donc, en fait, ce sont deux luttes différentes, mais qui sont très proches l'un de l'autre, parce qu'on a eu tellement de choses qui ont été mal faites dans les hôpitaux. Et donc, il y a vraiment de milliers de personnes qui sont mortes qu'on aurait pu éviter parce qu'ils n'ont pas reçu les traitements qu'il fallait. Et là, on a énormément de familles qui ont commencé aussi une lutte au niveau légal pour ça. Et de l'autre côté, l'année après, quand c'est arrivé le vaccin, là aussi, il y a l'autre lutte qui a commencé pour ceux qui ont été blessés par ça. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai fondé une association qui s'appelle Sindacato d'Azione de Parma, dans le nord de l'Italie. On a une dizaine d'activistes et on a 18 avocats maintenant qui simplement ont aidé les personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner pour les accompagner au lieu de travail, à l'université, à l'école, à l'hôpital, etc., pour discuter avec les médecins pour empêcher qu'ils soient vaccinés. Et ces avocats ont fait ça gratuitement. Et c'était vraiment pas facile parce que, comme vous savez, on a eu quand même l'obligation vaccinale en Italie pour certaines catégories. Et comme en France, aussi tout ce qui concernait la santé, toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine, ils ont été obligés pendant 18 mois sans salaire. Et même pas avec, ça s'appelle assegno alimentare, le chèque alimentaire en italien. C'est-à-dire que même si tu es un médecin, tu fais quelque chose de grave et tu vas être suspendu pour voir ce que tu as fait, si c'était ta faute ou pas. Tu peux quand même survivre. Tu as un chèque alimentaire qui te permet de survivre. Et même si tu as tué une personne. Et les personnes et les personnels de santé qui ont été suspendus pendant 18 mois, ils n'avaient même pas ça. Donc, c'était vraiment, ils sont réduits à la fin. Et je sais qu'en France, ça durait pendant même 20 mois. C'était même plus long. Et après, on avait le personnel de l'école, on avait les policiers, on avait toutes ces autres catégories qui étaient obligées. Et ils ont même essayé d'obliger les personnes plus âgées de 50 ans, mais ça n'a pas marché. Et donc, voilà, on s'est organisé. On a fait énormément de choses que je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est très, très long, mais la lutte, c'était surtout, disons, pour tout ce qui concerne l'excès de mortalité. Donc, on a fait énormément de choses dans ces cadres-là et on a découvert des données extrêmement intéressantes qui deviennent de plus en plus intéressantes maintenant qu'on a 4 ans en arrière. Et surtout, on a fait énormément pour les enfants, donc l'âge 0-14, la mortalité qui concerne cet âge-là. On a essayé d'avoir une loi qui oblige à faire des autopsies quand il y a un enfant qui meurt. Parce qu'on a eu tellement de cas vraiment incroyables de jeunes qui sont morts comme ça. On a réussi, par exemple, dans un cas pas obligé, mais à convaincre les parents. C'était une fille de 8 ans qui est morte par AVG, ça s'appelle, quand le cœur il s'arrête. Oh. Ou infarctus. Et on est arrivé à convaincre les parents parce qu'elle était déjà enterrée, donc on l'a enlevée de la terre, on a fait une autopsie, et donc en fait, elle est morte pour une myopéricardite fulminante, je ne sais pas si on dit comme ça. Juste pour vous dire, il y a des cas vraiment éclatants
il y a des personnes qui ont été vaccinées après 15 minutes, ils sont morts. Mais il n'y a pas de connexion entre le vaccin et la mort. Et de ces cas-là, en Italie, il y en a des centaines. Et seulement 29 d'entre eux ont été certifiés, donc morts à cause du vaccin. Et ces 29, mais simplement parce que... alors déjà, l'Italie, l'agence du pharmacovigilance a arrêté en 2022 de donner ces données. Et tous ces cas des personnes qui sont vaccinées, qui sont mortes tout de suite, mais où il n'y a pas la corrélation qui a été écrite, ils sont morts comme ça. On ne sait pas pourquoi. Et nous, avec l'association, on se bat énormément pour eux depuis. Donc, cette année, on a fait aussi avec Dominique et les autres associations françaises, on a fait une grande manifestation à Padoue le 14 juin, où on a demandé aux victimes étrangères de venir et à rencontrer les victimes italiennes. Ils ont eu l'espace pour raconter leur histoire. Puis, c'est clair, on a fait parler aussi des médecins, des avocats, des journalistes. Et à la fin, on a fait une grande cortège qui, je crois, a été assez émouvant. Voilà. Mais ça, c'est, disons, ce que je fais avec mon association. Donc, ça, c'est ma partie d'activiste. Et j'ai rencontré dans mon chemin cette autre association qui s'appelle FRI, donc Fédération Renaissance Italie, Federazione Rinascimento Italia. Et j'étais impressionnée parce qu'en Italie, ce sont peut-être, c'est l'association qui a fait des choses plus pratiques, plus, je ne sais pas comment dire, ils ne se sont pas arrêtés aux mots. Ils ont vraiment fait énormément d'actions très concrètes. Et ils ont mis en place ce projet de recherche qui s'appelle Zero Spike. Et avec ce projet de recherche, ils ont découvert l'ANAC augmentée. Et c'est une histoire que j'ai déjà racontée. J'ai eu la chance avec Cécile Maïchak. Et on va se revoir aussi en septembre. J'étais à Vierzon, etc. Donc, j'ai eu la chance quand même de raconter un peu l'histoire, comment c'est né, l'ANAC augmentée. Et donc, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Mais en tout bref, cet projet de recherche, en fait, a étudié énormément ce que faisait l'ANAC, parce qu'on a vu que l'ANAC, elle arrivait à dénaturer et donc à déplier la protéine spike, ce qui est déjà étonnant. C'est un simple complément alimentaire qui existe depuis beaucoup d'années. Et après, disons, la vraie découverte, parce qu'elle arrive à déplier, dénaturer, mais jusqu'à un certain pourcentage, disons 12-14%. Et la vraie découverte, ça a été la mise au point de l'ANAC augmentée. Donc, disons qu'on a utilisé une énergie plasma pour modifier la structure moléculaire aussi, au niveau subatomique de l'ANAC. Et ça donnait, disons, plus de cohérence et ça donnait un effet extrêmement puissant. Autant puissant que la NAC augmentée, elle arrivait à dénaturer la protéine spike pour 99%. Et c'était une découverte vraiment incroyable pour le team de chercheurs et des médecins qui ont vu ça en vitro. C'était vraiment, ils ont essayé je ne sais pas combien de fois pour être vraiment sûr que ça marchait chaque fois et c'était comme ça. Donc là, c'était super excitant et on a commencé à le tester sur nous et sur toutes les personnes qui voulaient le faire. Et voilà, maintenant aujourd'hui, à distance de 3-4 ans, moi je collabore avec eux parce que je trouve que c'est un projet vraiment super. Et surtout, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils donnent énormément de tout ce qui est le projet de recherche, c'est publié. Les personnes peuvent le lire, peuvent le voir, peuvent aller chercher les infos, la bibliographie. Il y a énormément
de tout publier, donc toutes ces études dont je vous ai parlé. Et en plus, ils ont développé un outil extrêmement pratique qui est le test urinaire de la protéine spike. Donc, c'est-à-dire que ils ont vu que dans l'urine, on ne trouve pas la protéine spike. OK? Donc, c'est-à-dire que alors, le test urinaire, il marche comme ça. On teste l'urine avant et normalement, on ne trouve rien. Puis, on prend 7 jours la NAC augmentée. Au 8e jour, on le teste à nouveau. Et là, on trouve les fragments métabolisés de la protéine spike. Parce que le foie, il commence à marcher, il se mobilise et il élimine la protéine spike. Donc, on peut même mesurer combien de protéines spike peut être éliminées par le corps. Et ça, c'était tellement efficace que on a commencé en Italie. C'est clair que il y a de côté pratique, c'est-à-dire que ça doit être gardé frais pendant le trajet, pendant le voyage de la personne qui veut faire le test et le laboratoire. Donc, c'est pas facile, on ne peut pas l'envoyer très loin. Et maintenant, on a commencé aussi aux États-Unis. Donc, l'équipe a montré aux Américains comment le faire. On a trouvé un laboratoire aux États-Unis qui a commencé à faire ça. Maintenant, on l'a testé sur centaines de personnes. Et c'est vraiment étonnant. Alors, déjà qu'on ne trouve pas de protéine spike avant et on la trouve après, à chaque fois. Et puis aussi disons que la nouveauté aux États-Unis, c'est qu'on a trouvé énormément de protéines spike aussi dans les personnes non vaccinées. Parce qu'on teste toujours sur un pourcentage vacciné, pas vacciné. Et donc, ça en Italie, on ne l'avait pas vu autant. Je ne sais pas si ça dépend de la géographie ou ça dépend des années qui sont passées. Mais de toute façon, ce qu'on peut dire avec ce dont on est sûr, c'est qu'avec la NAC augmentée, on arrive vraiment à éliminer la protéine spike. Parce qu'on déplie cette protéine spike, disons qu'on modifie la forme géométrique et on la dénature, on la détache et on arrive à l'éliminer. Et toutes ces choses-là sont publiées. Ce n'est pas le seul instrument. On a fait aussi des docking analysis, ça s'appelle. Et bon, moi, je ne suis pas médecin, donc je peux seulement vous dire ce que j'ai appris aussi. Mais le docking analysis, ce qui est intéressant. Je ne vous ai pas dit de la dissolution des caillots parce qu'on a testé aussi la dissolution des caillots sanguins. Et avec la NAC augmentée, nous avons observé une dissolution des caillots qui passe de 22% avec la NAC normale à 68%. Ça aussi, il y a le test publié. Et avec le docking analysis, alors ce sont des analyses en fait qu'on a fait avec la spectrométrie de masse et qui révèlent les zones de la protéine spike. En fait, on voit disons les tâches où elle s'est liée, donc où c'est lié au récepteur AC2. Et attendez, j'avais pris je l'écris parce que voilà, alors on identifie donc ces points, les poches d'interaction de la molécule avec les protéines et aussi la force avec laquelle elle s'accroche là. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique qu'on a fait, qui a été publié. Mais on a un portal où, en fait, c'est publié. Il y a plein de choses publiées. Il y a des webinaires avec des médecins de partout dans le monde. Très intéressant, ça, par exemple, avec des médecins japonais. Ces médecins japonais, ils ont fait une étude où ils ont montré exactement avec les symptômes. Ils ont fait, disons, ils ont fait attendez, je me l'écris aussi pour ne pas vous dire des bêtises. Alors, ils ont observé des cas montrant une efficacité significative de la NAC augmentée dans les atteintes rénales, les turbocancers, l'insuffisance cardiaque, les pneumonies
interstitielles, les troubles cognitifs légers, les AVC, ainsi que les encéphalites, y compris le syndrome de fatigue chronique. Donc, ils ont fait toute une étude où ils ont regardé, ils ont écrit tous les problèmes qu'ils ont découverts après le vaccin dans leurs patients et l'effet avec la NAC augmentée. Ils ont fait tous les graphiques, nous ont donné toutes les données, ils ont fait un énorme travail. Et ça aussi, c'est publié. Et en plus, c'est clair, il y a énormément de publications pour ce qui concerne la spikeopathie. Et sur le site www.zerospike.org, si vous allez sur blog, là, vous trouvez des dizaines et des dizaines d'informations, des études, des articles, de n'importe quoi. Il y a vraiment énormément de choses très intéressantes. C'est sur les cancers, etc. C'est difficile à dire combien de matériel y en trouve. Il faut prendre le temps de regarder. Et c'est ce que je conseille un peu à tout le monde. Faites-vous votre propre opinion. Regardez, lisez, interrogez-vous. Parce que aussi ce que moi j'ai dit, il faut que vous le mettez quand même en discussion et que vous regardez vous-même. Et c'est pour ça que ce projet de recherche a publié tellement de matériel. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire. Et Karine, elle a été, je suis entrée en contact avec elle à travers Dominique parce que elle lui a donné du soulagement. Et comme Karine, il y a d'autres témoignages de personnes un peu de partout dans le monde et qui en fait racontent des histoires très très similaires et qui sont vraiment extrêmement émouvants. Je vous invite à les voir. On est en train de le faire sous-titrer en français. Et on a déjà sous-titré 3 ou 4 en français. Et bientôt, on va aussi on va traduire tout en français. Mais c'est toujours la même histoire, donc des personnes qui ont plein de problèmes de santé, des problèmes très graves. Juste pour vous dire, il y a cette fille australienne qui était arrivée à avoir une fonction du cœur de 45%. Elle a fait aussi un infarctus ou un AVC, pardonnez-moi, je me souviens pas, je connais pas trop les termes médicaux en fait. Mais avec la NAC augmentée et qu'avec ça, elle est arrivée à récupérer une fonction du cœur de 100%. Et ça, c'est quelque chose que je crois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent dire ça avec un complément alimentaire. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'avec la NAC augmentée, on arrive vraiment à éliminer la protéine spike. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire vraiment avec 100% sûreté. Et moi, j'espère qu'il y aura de plus en plus de médecins, de personnes qui vont se lire ça, qui vont l'appliquer, qui vont faire leurs propres recherches. Parce que la chose intéressante, c'est justement que le médecin, il utilise sur le patient, il voit les résultats et qu'eux-mêmes, ils commencent à faire des recherches et les publier. C'est ce qu'on espère parce qu'on a fait énormément de travail. et ça doit donner, déclencher quelque chose dans les autres, j'espère. Et la dernière chose que je voulais dire aussi à Karine, c'est que la chose importante, c'est vraiment d'ouvrir un peu, disons, les yeux sur tout. Donc, ce n'est pas seulement cette chose. Le vaccin, c'est vraiment la soupe, comme elle l'appelle Cécile, c'est vraiment une toute petite partie de tout ça. Mais c'est important qu'on commence à comprendre le cadre général de ce qui est en train de se passer, parce que c'est vrai que c'est très grave, mais ce n'est pas sans espoir. Moi, je vois aussi énormément de chances pour le futur dans ce qu'on peut changer dans nos vies. Donc, c'est un procès très intéressant, même si pour quelqu'un très douloureux. Mais c'est vraiment important d'aller au fond des choses dans tous les domaines et regarder ce qui se passe en ce moment. Parce que il ne faut pas se concentrer pas seulement sur le vaccin, sur les blessures de guerre. Il y a beaucoup plus de ça. Et si les personnes ils n'arrivent pas à comprendre le cadre général, ils vont sauter d'un problème à l'autre. Il faut qu'ils comprennent vraiment ils sont en train de changer tout.
Et nous, on doit vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, qu'est-ce qu'on est prêt à changer dans nos vies. Et j'aime bien aussi Nicolas qui l'a dit, j'ai vu qu'il a écrit ça aussi dans sa chaîne YouTube, je suis indépendant, je suis apolitique, asyndical, c'est très bien. Il faut savoir être transparent si ensuite on veut avoir la confiance des gens. Et comme disait Karine tout à l'heure, Véran, etc., comme ce sont des gens qui ont passé leur temps à mentir et à en faire une norme, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour que les gens aient confiance, ne serait-ce qu'en médias, journalistes, etc., c'est très compliqué parce que tout a été fait jusqu'à présent pour qu'il y ait une inversion des valeurs. Donc aujourd'hui, je pense que pour redonner la confiance, on a besoin de remettre à plat, entre guillemets, une forme de CV, d'intégrité. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on est intègre qu'on est parfait, bien sûr, mais en tout cas, ne serait-ce que les subventions d'État qui ont été données aux journalistes pour qu'ils aillent dans le sens du gouvernement, dans le sens durant la période Covid, avec tout le narratif Covid, Ukraine, Israël, etc., etc. On voit que les narratifs se suivent et se ressemblent de thématique en thématique. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens se distancent de cette mouvance-là, de cet écosystème médiatique et oligarchique à la fois, pour aller progressivement vers comme les médecines, mais comme les médias alternatifs aussi. Merci. Et puis, je voulais juste dire 2 mots sur cette collaboration avec Dominique qui est très belle et qui a commencé à Vienne l'année passée quand on s'est rencontrés pour la manifestation, justement pour les blessures de guerre. Et qui a continué cette année. On essaye maintenant de faire collaborer les associations italiennes et celles de la France, de la Belgique, du Luxembourg, parce qu'ils ont des projets intéressants les uns les autres et ils sont bien complémentaires, je crois. Donc, comme Dominique, il a fait cette page avec toutes les affiches, avec le numéro de badge, il a fait énormément de choses et donc je dis aux Italiens, donnez vos données, comme ça on a un endroit où on peut trouver ça, parce que les Italiens aussi sont en train de mettre ensemble toutes les données à propos des batchs, des lots, pardon. Et dans ce cadre-là, j'ai eu cette belle nouvelle que Julia Walter, elle m'a demandé d'être sa marraine, ce qui m'a fait énormément de plaisir. Donc, on a fait aussi une transmission sur ça. Je trouve que c'est un très beau projet et j'essaie de le amener en Italie. Donc, je proposais en Italie de faire une chose pareille parce que c'est bien, c'est une très bonne occasion pour donner un peu de voix, de visibilité à ces cas. Parce que même si entre nous, dans nos, disons, petits mondes, on en parle beaucoup, mais à l'extérieur, quand même, ça arrive peu. Et donc, toutes les chances qu'on a pour en parler sont très importantes et il faut bien les utiliser. Voilà, donc, je veux juste dire 2 mots sur ça. Merci. Non, pas de souci. Dominique, est-ce que tu peux nous faire une petite mise à jour de l'accompagnement de l'association VIAC, qui, je le rappelle, est l'association des victimes des injections anti-Covid-19, concernant les victimes actuellement? Est-ce que vous savez à peu près combien de victimes vous avez accompagnées jusqu'à présent, si certaines ont pu, entre guillemets, guérir, ou en tout cas avoir une vie quotidienne un peu plus apaisée, peut-être grâce à des aides extérieures? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus, s'il te plaît? Alors Dominique, ton micro. Pardon. Ok. Oui, donc c'est pas très facile parce que c'est presque impossible. Mais je sais que j'ai 1 ou 2 victimes qui se considèrent comme étant en rémission, principalement une qui s'appelle Anaïs Brejassou, qui donc, je l'ai eu au téléphone d'ailleurs ce matin, et elle me dit, moi je suis pratiquement en rémission complète, alors je vais essayer d'aller plus loin avec elle pour qu'elle puisse m'expliquer, mais en fait elle a eu beaucoup de problèmes. Elle a été opérée en chirurgie crânienne à Poitiers parce qu'elle était quasiment morte, elle était en coma, et ils ont réussi à la sortir de ce coma
tout en essayant de… Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais toujours est-il que quand elle s'est réveillée, elle allait beaucoup mieux. Et donc là, actuellement, elle m'a dit, je retravaille normalement et je vais très bien. Mais c'est un cas unique. Je rappelle que j'ai quand même pas loin de 270 victimes sur ma carte de France. Alors, il y a des personnes décédées qui, bien évidemment, ne seront pas guéries un jour ou l'autre. Mais voilà, donc ça représente… je sais pas, j'ai peut-être 220 personnes en effet indésirables qui, elles, donc souffrent énormément là, pour la plupart, avec des degrés, bien évidemment, mais toujours est-il que leur statut de victime n'est jamais remis en cause. Et donc, ces personnes-là cherchent désespérément des solutions, cherchent aussi des moyens financiers, ce qui n'est pas le plus facile parce que qu'il y a eu des cagnottes qui ont été faites et tout ça, mais maintenant ça s'épuise beaucoup parce que même les meilleures volontés en ont peut-être un petit peu marre de donner, même si c'est des fois 10, 15 euros. Mais bon, c'est vrai que le problème de l'argent est quand même rébarbatif par rapport à ces traitements qui sont parfois coûteux, même la NAC augmentée dans laquelle je crois, parce que comme elle est vantée par Francisca, que j'apprécie énormément, et dans qui j'ai une énorme confiance, et je sais que ma filleule va mieux grâce à la NAC augmentée. Donc on est en train de chercher des solutions avec Francisca, avec d'autres amis que j'ai ici en France, pour trouver la possibilité de pouvoir le commercialiser à moins cher, donc en faisant des achats en grosse quantité, par carton de 72 flacons, je crois que c'est la condition, et on peut baisser à 45% le prix, ce qui est énorme. Donc après, c'est en cours, justement, je vais en parler avec Francisca quand on aura terminé l'émission, mais j'ai peut-être une piste, à voir. Et l'idée, c'est que la NAC coûte moins cher, la NAC augmentée coûte moins cher, parce que bon, pour les autres produits, je ne peux pas non plus chercher pour tous les autres produits, mais disons que celui-ci dans lequel je crois, qui à mon avis est peut-être le plus efficace, sans doute pas pour tout le monde, mais au moins déjà pour certaines personnes, dont Karine, et ben en fait, l'idée c'est que les gens puissent l'acquérir à moindre coût. Et donc on va faire ce qu'on peut. C'est pas, on fait pas de miracle, on fait pas de miracle, mais on va essayer de trouver des solutions, bien sûr. Voilà. Merci Dominique. Karine, aujourd'hui, comment vos proches perçoivent ce que vous vivez? C'est toujours la question un peu délicate, mais est-ce qu'il y a aussi un soutien moral depuis ce qui s'est passé, ou est-ce que finalement vous avez été encore plus marginalisé? Justement, je voulais en parler parce que il y a plein d'autres victimes aussi qui me racontent la même chose. Donc, je suis pas unique là-dedans, mais on se retrouve vraiment étant donné que nos entourages, la plupart des vaccinés ont un entourage vacciné. En tout cas, moi, c'est le cas. Et comme soit ils vont bien, ou soit ils ont des soucis de santé, mais ne font pas forcément le lien avec le vaccin. Alors, ça n'a pas toujours un lien avec le vaccin, mais quand même, quand c'est après le vaccin, on peut se poser des questions, surtout quand ça allait bien avant. La plupart, au départ, on ne m'a pas cru. Mon entourage se disait, mais moi, je suis vaccinée. Mon conjoint a eu de Pfizer à Moderna. Je vais bien, je suis en forme. Donc non, personne n'y croyait. Tu as peut-être un souci de santé, mais c'est pas en lien avec la vaccination. Ça, c'est voilà. Ensuite, à force de leur montrer des choses, des vidéos, leur montrer que j'étais pas seule, des témoignages d'autres victimes, etc. Il y a eu le doute. Oui. Donc c'est peut-être bien le vaccin finalement, mais bon, c'est que tu devais peut-être avoir un terrain un peu où tu étais avec un problème de système immunitaire, donc tu étais une cible plus facile, enfin voilà. Après, j'apprends que des personnes qui étaient, d'ailleurs c'était mon cas aussi, en bonne santé, qui étaient sportifs, etc., finalement se retrouvent très très malades, certains encore bien plus malades que je le suis. Là, je me suis dit non, donc c'est pas juste parce que peut-être certaines personnes étaient plus fragiles, non, ça touche tout le monde, ça peut toucher tout le monde en tout cas. Et mon entourage, j'ai beau leur montrer ça, leur expliquer ça, leur montrer des tas de choses. Alors aujourd'hui, je pense qu'ils se disent peut-être, et j'en suis franchement pas certaine, ok, elle est malade à cause du vaccin, des injections, mais eux ils disent vaccin.
Mais ils ont tellement de… Les discours de mon entourage, c'est… Enfin, moi, on m'a carrément dit que j'étais folle. Hein. Au fur et à mesure que j'apportais des informations, mon entourage me disait que bah, arrête, là, t'es en train de devenir folle. On m'a même dit que j'étais en train d'adhérer à des sectes. Voilà, mais non, mais méfie-toi. On m'a dit méfie-toi. Enfin, vraiment, on m'a dit des choses incroyables. Et j'avais beau apporter des arguments, des pièces, des vidéos, des tas de choses. Ben non, je suis même pas sûre que les liens que j'envoyais soient ouverts en fait. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, donc en plus on me voit malade depuis 4 ans. Enfin, j'ai de la famille qui est pas du tout dans la même région que moi, donc eux quelque part ils me voient pas vraiment malade. Mais mon conjoint ou ma belle famille, etc. Ils savent que voilà, je ne travaille pas, que j'ai essayé de reprendre. J'ai repris mon travail à mi-temps thérapeutique et je me suis de nouveau retrouvée en arrêt. Mais pour eux, c'est non, c'est j'ai l'impression, ils ne le disent pas ouvertement, hein, mais je le ressens bien comme ça. Pour eux, c'est moi qui ne vais pas bien, quoi. Mais certainement pas parce que j'ai vécu toutes ces choses horribles dont je raconte. J'ai quand même pourtant été hospitalisée 2 fois, hein, une fois en médecine interne 1 semaine, une fois en neurologie. J'ai fait un tas de passages aux urgences où j'étais vraiment pas bien traitée. Ces passages n'ont servi à rien, mais mon entourage je pense, n'y croit pas. Alors, ils se disent oui, je suis malade, mais je pense pas qu'ils… Alors, j'ai ce discours aussi, c'est de toute façon, on ne peut rien y faire. Maintenant, c'est fait. Et ça, je ne peux pas l'entendre parce que, oui, c'est fait. On a été injecté, effectivement, mais on peut peut-être faire des choses pour éviter de tomber malade. Et puis aussi, on peut avertir et on peut faire en sorte que les gens, de plus en plus de gens le savent et soient au courant et pour éviter les erreurs futures, quoi. Et mon entourage, ça sert à rien parce que de toute façon, ça fait que miner le moral. Et puis, voilà, ils préfèrent ignorer. Quelque part, ils sont dans le déni. Et donc, pour moi, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Je me sens complètement à part. Et d'ailleurs, dans toute discussion, maintenant, je me sens vraiment mise de côté. Je préfère ne rien dire parce que je sais que c'est peine perdue, malheureusement. Et oui, c'est très compliqué. Ça fait qu'en plus de la maladie, on se sent isolé de sa famille, on n'a plus de vie sociale, on ne travaille plus, on est en perte d'argent, on dépense beaucoup d'argent parce que moi, je passe mon temps à aller au laboratoire, faire des contrôles, j'achète des compléments, j'hésite pas, je le fais parce que je peux encore le faire, donc tant que je peux le faire, je le fais, pouvoir me soigner. Mais je pense à toutes ces victimes avec lesquelles j'échange régulièrement. Certaines victimes n'ont pas d'argent parce qu'elles ne travaillent plus, elles n'ont pas d'argent pour pouvoir s'acheter des compléments alimentaires, elles n'ont pas d'argent pour tenter des soins, des médecines parallèles, même si des fois, il y a des bonnes âmes qui permettent de faire des soins gratuitement. Mais il y a des personnes qui se sentent isolées, qui me disent que pour vivre comme ça, autant ne plus vivre. Je sais aussi, j'avais échangé longuement avec une jeune femme. Un certain temps, j'avais plus de nouvelles de sa part et j'ai appris qu'en fait, elle avait été euthanasiée. Elle avait demandé parce que ses souffrances étaient trop terribles. Donc, quand je vois ça, quand j'entends tout ça, ça me révolte. Et de me dire que mon entourage encore aujourd'hui ne comprend pas ce que je vis, c'est vraiment, oui, c'est extrêmement difficile. Voilà, mais on est vraiment, vraiment nombreux. Parce que souvent on me dit, mais oui, mais c'est vous êtes quelques victimes, mais il y a toujours eu des problèmes avec les vaccins, mais c'est quelques personnes, c'est infime. Non, déjà, même si c'était infime, c'est important. Il ne devrait pas y avoir de victimes de ces vaccins qui sont censés nous protéger, d'une part. Et puis ensuite, c'est faux. On n'est pas quelques victimes, on est vraiment nombreux. Sans compter toutes ces personnes qui ne sont plus là aujourd'hui, qui sont décédées à cause de ces injections. Donc non, on n'est pas quelques personnes, on est énormément de monde à souffrir partout dans le monde de ces injections. Et il faut le savoir, parce que même les vaccins futurs qui arrivent, aujourd'hui, on se rend compte que ce ne sont plus les vaccins d'avant. Maintenant, pratiquement tous les vaccins vont devenir des vaccins ARN, donc il y a un danger pour tout le monde, et notamment aussi pour les enfants qui reçoivent des doses incroyables de vaccins. Donc voilà, c'est très, très compliqué avec l'entourage. Merci Karine. Et Francesca, pour finir cette émission, les projets notamment
votre combat d'activiste, est-ce que vous avez, je ne sais pas, des rendez-vous prochains prévus? Pas pour l'instant, c'est-à-dire oui, chaque ville a beaucoup de choses qui sont en train de préparer, mais en fait, nous, on essaye de faire 2-3 fois par année des actions en commun avec les autres villes. Donc, on est dans une fédération en Italie où on essaie de faire la même action dans toutes les villes en même temps avec le même flyer, etc. Comme ça devient au niveau médiatique plus puissant. En ce moment, en fait, comme toujours, il arrive toujours une nouvelle émergence, une nouvelle vague. Et là, c'est clair qu'en Italie, comme en France, on a ce problème avec la vaccination des vaches, qui est un problème quand même énorme, vraiment énorme. Et donc là, dans ces jours, on est en train de mettre en lieu toutes nos énergies pour empêcher qu'ils arrivent à battre tous les vaches. Donc, malheureusement, il faut toujours sauter d'une émergence à l'autre. Et c'est beaucoup plus utile quand on a le temps de bien travailler sur un thème, comme on a fait par exemple avec l'OMS. Avec l'OMS, on a fait une longue campagne qui a pris beaucoup de temps, mais qui, je crois, a été efficace. J'espère que c'est elle qui a changé des choses. On ne sait jamais, mais on peut dire qu'au moins cette fois-là, ça a vraiment été utile. Comme il y en a aussi d'autres qu'on a fait de la même manière. Donc, en essayant avec toutes les associations de partager le matériel, de faire un projet commun avec le même communicato stampa, avec les mêmes documents, avec les mêmes analyses, etc. Et quand ils voient qu'on bouge tous ensemble avec beaucoup d'associations qui ont les mêmes buts, qui utilisent les mêmes motivations, etc., normalement, c'est au niveau de politique, ils les sentent comme assez puissants. Et par exemple, pour ce qui concerne les blessés et les victimes en Italie, le problème qu'on a aussi, que je crois en France, comme d'autres pays aussi, c'est qu'il y a beaucoup de guerres aussi entre les associations et qui empêchent souvent de faire une grande action commune. Et ça, c'est vraiment dommage, mais c'est quelque chose auquel il faut s'habituer. C'est l'être humain. Et donc, il faut comprendre que malheureusement, il y a aussi ces problèmes à combattre. Peut-être c'est la première chose en absolu, c'est qu'on doit comprendre comment travailler tous ensemble. C'est vraiment un très grand défi. Et après, il faut aussi dire qu'on fait tout ce qu'on fait avec vraiment très, très peu de moyens. De l'autre côté, on a une partie qui est extrêmement puissante, extrêmement riche, extrêmement bien équipée. Et nous, on a peu de moyens, mais je crois qu'on est en train de faire quelque chose de vraiment bien. J'aimerais pouvoir faire plus pour ces victimes, parce que en fait, il y aurait plein de choses très intéressantes à faire et à explorer. Déjà, s'ils faisaient des recherches sur tous ces symptômes qu'ils ont, il y aurait plein de choses à faire. Mais c'est clair, ça peut pas être tout à nous. C'est l'État qui le problème, Francesca, c'est que, comme disait Claire Sévrac, ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Donc, en général, ce ne sont pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre, hein, comme disait Einstein. Donc, on voit bien que c'est une bombe à retardement, ce qui a été injecté aux victimes. Et en plus, quand c'est à plusieurs reprises, ça peut malheureusement faire augmenter les problématiques. On a des sportifs, des jeunes, tous les âges sont touchés malheureusement. Donc, c'est surtout, déjà, la première chose, je pense que c'est d'éveiller des consciences, de réinformer aussi à la plus grande échelle possible, parce que ça ne touche pas que la France, ça touche aussi le monde entier, que ce soit en Belgique, en Espagne, en Italie, etc. Et en fait, on est toujours, 5 ans après le début du confinement, on est toujours dans le fait de panser les plaies et de rassembler le puzzle gigantesque et de comprendre au fur et à mesure
qu'un tel va développer un cancer dans 5 ans, que son espérance de vie à telle personne est de 2 ans, 10 ans, 15 ans. Et puis aujourd'hui, même quand il y a une disparition d'une personnalité, on se demande si c'est naturel, si la personne était déjà malade avant même les injections Covid ou si c'est les injections qui ont provoqué ça. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, on sait tellement peu de choses, même si aujourd'hui on en apprend de plus en plus. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous scientifiques. Et puis, les scientifiques aussi ont des conflits entre eux, d'ego, de discutailles sur des sujets comme la spike ou le graphène. Mais en attendant, les victimes continuent de souffrir. Donc, voilà pourquoi cette émission aussi a lieu. C'est pour dire que les victimes doivent être aussi au centre des attentions, que ce soit des médecins, des scientifiques, etc. Parce que si c'est le cas pour le Covid, pour les injections, ça continuera pour d'autres thématiques. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, j'ai compris avec le temps que c'était clé hors d'œuvre ce qu'on avait vécu et que le plan, c'est de continuer. Et là, on voit avec les animaux en ce moment, les vaches, etc. Ce qui a fonctionné sur les humains, ils le font sur les animaux. Ils ont vacciné tous les types d'animaux au monde. Bientôt, ils vont vacciner les plantes, ils vont vacciner n'importe quoi. Et voilà pourquoi ce qui est important, c'est de faire un électrochoc et de faire comprendre aux gens que non, ce n'est pas dans notre intérêt que c'est fait, ce n'est pas pour notre sécurité, c'est que tous les discours officiels, soi-disant de protection, de liberté, etc., bah, faut comprendre le contraire. C'est ça le plus important. Je pense que l'activiste que vous êtes l'a bien compris. Voilà, je vous laisse terminer si vous voulez. Non, c'est simplement qu'on essaie de trouver des choses alternatives. Donc, justement, comme vous disiez, par exemple, à propos de la nourriture, c'est tellement difficile de trouver quelque chose de bien. C'est déjà difficile si vous voulez planter des grains. Les grains, ils ne donnent pas des nouveaux grains. Donc, il faut des grains antiques, etc. Et à propos de la qualité, elle est tellement baisse que nous, on travaille, on essaye de faire plein de choses à nous-mêmes. Avec des électrocultures, avec des choses... là, c'est un peu trop long à expliquer, mais je peux vous raconter beaucoup de projets qu'on est en train de faire au niveau de l'agriculture. Parce que le but, c'est justement ça. On veut manger sain et on n'a plus de confiance dans ce qu'on trouve déjà dans les supermarchés. On a nulle confiance. Mais même chez les agriculteurs, ce n'est pas toujours aussi évident. Et puis, donner la chance à tout le monde de pouvoir avoir une nourriture qui est vraiment saine, qui a été testée au laboratoire, qu'on est sûr qu'il n'y a pas de toxines. On est en train de faire un grand projet sur l'école qui va prendre encore une année probablement, mais on essaie de porter un projet vraiment très intéressant sur ça. Et sur la télécommunication, on essaie de faire beaucoup de choses en fait pour trouver des solutions alternatives, pour pas simplement nous plaindre et c'est terminé là. On veut faire quelque chose parce qu'on est, disons nous sommes incroyablement puissants. Je crois qu'on a une énorme force, une force immense qu'on porte. Et qu'on est bien capable de surmonter les obstacles. Donc, ça dépend vraiment de nous, de ce qu'on veut faire. Et il ne faut pas se laisser aller. Il faut en italien, on dit raboccarsi le maniche, donc c'est-à-dire faire comme ça, et puis bouger. Mais c'est clair, ça ne va pas être facile. On est en face d'une période vraiment intéressante, disons comme ça. Mais il y a la chance, il y a des choses qu'on peut faire et voilà, il faut simplement bouger, avoir un peu d'espoir en nous-mêmes. Bien sûr. En tout cas, Dominique, Karine et Francesca, merci beaucoup pour cette émission et pour votre témoignage, Karine. Bravo d'avoir le courage de témoigner à visage découvert et publiquement, parce que ça peut aussi encourager d'autres victimes à le faire, à vous écrire, à m'écrire pour témoigner. Donc, merci beaucoup. Merci Dominique aussi de représenter l'association et d'accompagner les victimes et d'être le parrain de Karine. Et merci Francesca pour les actions que vous menez pour justement aussi accompagner à votre manière les victimes. Donc, merci à tous en tout cas d'avoir été présents pour cette émission et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Au revoir. Merci à vous.
Au revoir.